Merci beaucoup d'être là. Quelques mots en ouverture de cette soirée débat. D'abord, on va un petit peu se présenter, savoir qui est qui. Donc, moi, je fais partie du groupe Choisir Ensemble, un groupe citoyen janétois qui est un groupe d'opposition et de proposition, parti à l'écoute, un parti ouvert et un parti qui prône la démocratie participative. Je laisse la parole à Didier pour qu'il puisse se présenter. Le micro ne va pas, c'est ça que je veux. Bon, ben, je voudrais aussi, au nom du groupe OSER, vous remercier pour votre présence ce soir. Le groupe OSER, c'est un groupe qui est un groupe citoyen et politique. Donc, une de nos actions principales, c'est d'organiser des soirées ou des moments d'information comme ce soir. Nous avons par exemple organisé des soirées d'information sur le TCCIP, notamment sur la soirée d'information sur le loup, à laquelle vous avez peut-être participé il y a 2-3 ans ici, dans cette salle. Notre engagement dans la participation citoyenne s'est marqué aussi, puisque avant les dernières élections, nous avions organisé des tables rondes où on a regroupé des citoyens pour discuter des problèmes de la commune et essayer de mettre en place des idées pour le programme que nous avons porté aux dernières élections. Donc, voilà, c'est un peu la description du groupe posé pour ce soir. Et je passe la parole à Vanessa. Merci. Merci aussi au comité des habitants de Solwaster qui nous accueille aujourd'hui dans cette belle salle, les échos de la vallée et de la Hogne. Merci à eux pour nous avoir accordé l'occupation de cette salle. Je vais commencer par vous présenter l'invité de ce soir. Il y a beaucoup de personnes, quand on parle de démocratie participative locale, mais pas que, qui connaissent sa commune de Kingersheim, une commune alsacienne, commune dans laquelle il a été maire de 1989 à 2020. Il est cofondateur d'un mouvement politique, Place Publique, un mouvement national créé avec son ami Raphaël Glucksmann, je ne sais pas si vous le connaissez, qui depuis 2018 est député européen et membre de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen. Place Publique qui donc se définit également comme un mouvement politique citoyen. Notre invité est également auteur de quelques ouvrages, dont je ne vais citer que les deux derniers, qui ont des titres assez éloquents. Le premier s'intitule « Et si on prenait enfin les électeurs au sérieux ?» paru en 2017. Et le deuxième, plus récent, 2021, livre dans lequel il revient sur toutes ses expériences politiques et ses engagements citoyens, mais également sur toutes les démarches et initiatives de démocratie locale qui ont été mises en place dans sa commune de Kingersheim, et qui s'intitule « Nous avons décidé de décider ensemble ». Tout un programme. Alors je vous dis quand même, les livres, en tout cas je vois qu'un des deux livres est ici, et donc si vous souhaitez l'acquérir tout à l'heure, il y a des exemplaires à acheter. Avant de vous laisser la parole pendant environ 1 heure, j'aimerais inviter les personnes ici présentes, si elles ont des questions, d'en faire part après la conférence de M. Spiegel. Et c'est notre amie Eva, ici présente, qui viendra avec le micro, quand je vais faire fonctionner, près de vous. Alors vous n'aurez plus qu'à poser vos 2 questions, on prendra 2 questions à la fois, et notre M. Spiegel y répondra ensuite. Donc, Joe Spiegel, Monsieur Spiegel, merci d'être avec nous ce soir. Et on va vous laisser la parole parce que je crois que vous avez pas mal de choses intéressantes à nous dire ce soir. Voilà. Merci à vous. Je vais dire avec beaucoup d'humilité, avec le recul de jeunes retraités, jeunes entre guillemets, qui est invité à partager le témoignage d'un écosystème que nous avons mis en œuvre à Kingersheim au long cours. Ça a été un travail au long cours. Il n'y a pas de grand soir de la démocratie. En tout cas, je voudrais vous remercier chacun d'entre vous de consacrer une soirée à la mère de toutes les questions, qui est la question démocratique. Et le sujet de cette soirée, c'est une autre façon de penser, de décider, agir au niveau local, c'est la question démocratique. Donc merci de consacrer cette soirée à cela, à réfléchir, à débattre ensemble, à voir comment on peut sortir de cette crise démocratique qui est profonde, qui est d'abord une crise de la représentation, et comment redonner du sens, comment relégitimer l'agir public à la décision publique. C'est des questions auxquelles nous avons été confrontés en équipe, avec les collaborateurs,
avec l'équipe, c'est toujours un travail en équipe, avec des citoyens qui seront devenus ce qu'on appelle des agorateurs, des citoyens très engagés. Et donc, en fait, la question démocratique, c'est la question du comment. Et quand je discute avec les gens qui honnêtement ont envie de changer le paradigme démocratique, c'est comment. Comment associer les citoyens au processus de décision. Comment coproduire de l'intérêt général qui n'est pas l'addition des intérêts privés et particuliers. Comment construire du nous, comment construire du commun dans une société atomisée, archipélisée, désintermédiée, où les gens se cherchent. Comment susciter l'intelligence collective et faire prévaloir la raison sur les pulsions, le parler vrai sur les fake news et sur l'émotion et sur les réseaux sociaux. Et donc c'est vraiment des questions fondamentales. Et au-delà de cette question qui nous conduit à penser comment décider ensemble, c'est comment aussi impliquer, donner aux citoyens le pouvoir d'agir, reconnaître en chaque citoyen le pouvoir d'agir. Et donc c'est aussi une démarche d'implication citoyenne. J'ouvre une parenthèse pour dire que j'aime pas beaucoup parler de démocratie participative parce que c'est un peu le thème, voilà, on se cautionne de cela, mais je ne le dis pas par rapport à ce que vous dites vous, c'est pas simplement, je parle de renouveau, de démocratie. La démocratie, elle me semble, doit avoir un qualificatif, c'est pour ça que je parle de démocratie construction, c'est de sortir des fantasmes de la démocratie où on pense qu'en une réunion, en débat, on décide des choses. Ou alors, la démocratie, c'est additionner tous les avis qui sont contraires, ou c'est la démagogie, ou c'est une forme de populisme. La démocratie, pour moi, c'est reconnaître la complexité et mettre autour de la table toutes les ressources de sens pour construire un processus de décision. Et donc, on est dans un discours très exigeant, on l'a vécu, on l'a éprouvé. Et ce que je veux transmettre ce soir, je l'ai éprouvé, vraiment, dans des allers-retours et des voyages pas très onéreux, que j'ai fait souvent seul, parfois en équipe, entre le besoin de penser, il n'est pas interdit pour les élus de penser, et le désir d'agir, entre la nécessité de faire silence, il n'est pas interdit pour les élus de se taire de temps en temps, et l'enthousiasme de l'engagement. C'est dans ces entre-deux-là que j'ai perdu toute forme de certitude. C'est-à-dire la certitude qui vous empêche de dialoguer, qui vous empêche la nuance, qui vous empêche le compromis dynamique. Mais j'ai gardé des convictions profondes, et en tant que maire de Kingersheim, je peux vous dire que durant les 5 mandats, on n'a jamais cédé à 3 axes qui nous ont accompagnés dans un espace électoral compliqué. Nationalement, ça va dans une direction qui n'est pas du tout la mienne, je suis un homme de gauche, mais localement, nous avons été toujours élus à plus de 60% au premier tour, sans doute parce que nous avons essayé de mettre de la confiance à travers la démocratie construction partagée. Mais en tout cas, nous n'avons jamais cédé sur 3 points. Je le dis en tant que maire, mais aussi en tant qu'ancien président de l'agglomération mulhousienne, qui est le territoire organisé de l'intercommunalité, basé sur le principe de subsidiarité, de faire ensemble à l'échelle d'un bassin de vie ce que les communes seules ne peuvent pas faire. C'est un truc génial. C'est ça de l'intelligence collective, c'est ça la coopération. Eh bien, ce qui nous a guidés pendant les 5 mandats, et toujours, on a retravaillé sur des séminaires, sur le sens, sur le diagnostic, sur comment faire. Le premier élément, nous voulons une ville humaine, en fait. On a beaucoup investi, beaucoup plus dans l'immatériel et l'invisible que dans ce qui est visible. Notre ville est propre, bien entretenue, mais nous avons mis beaucoup plus dans la culture que dans la rénovation des trottoirs. C'est un choix politique. Et c'est un choix aussi financier, parce que c'est plus cher. Mais alors, que coûterait l'ignorance? Et donc la dimension humaine, l'éducation, la culture. Lorsque je suis arrivé en responsabilité avec mon équipe, le budget culturel c'était 30 000 francs. Que j'ai quitté la mairie, c'est 1,3 million d'euros. Pour moi, c'était fondamental. Permettre à tous les enfants d'accéder au festival Momix, d'accéder à l'imaginaire, qui est la dimension la plus aboutie de l'intelligence et de l'affect. Et donc, pour moi, c'était important la dimension humaine. L'éducation, le village des enfants, nouvelle école, conçu avec les enfants, le CREA, le centre de rencontre, d'échange et de l'animation, la solidarité vécue, des politiques sociales co-construites avec les habitants. Le deuxième axe qui a fait l'objet pour moi d'une vraie conversion, c'est pour ça que je suis arc-bouté sur cette question-là, c'est la transition écologique. En fait, j'ai pris conscience de ça lorsque mon ami Jean-Claude Mensch, qui est déjà venu ici en 2018, je l'ai interrogé, j'étais président de l'agglo, il m'a dit quel est le projet central de l'agglomération? Il m'a dit tu fais le plan climat. Plan climat, air et énergie territoriale en 2007, co-construit avec 5000 personnes en débat, un conseil participatif de 120 personnes, j'y viendrai tout à l'heure, un plan d'action sur 5 Olympiades qui nous a permis de
réduire de 35% la production de gaz à effet de serre, sur l'idée de, on a investi la démarche démocratique de Kingersheim dans la mise en œuvre de mobilisation du territoire. Je fais, tu fais, nous faisons. Il n'y a pas de transition écologique sans transition démocratique qui entraîne à la dignité de chaque citoyen de s'engager, citoyen, organisation, politique. Et c'est le sens du pacte civique que j'ai co-signé avec d'autres associations de second degré pour dire qu'au fond, comment créer les conditions d'une ville, d'un territoire créateur de sens, de sobriété, de justice et de fraternité. Donc le deuxième axe, c'est la transition écologique, c'est le plan climat, et je l'ai porté au niveau de l'agglomération, même quand j'ai refusé d'être président, j'ai gardé toute la task force pour que tous les services de l'agglomération qui sont concernés de près et de loin puissent travailler tous les 15 jours sur des actes donnés, sur ce qui est mesurable, ce qui est évaluable, un travail didactique. Moi, ça me fait rire quand on parle de sobriété aujourd'hui. Ça fait en 2007, on a réussi à voter à l'unanimité un plan d'action qui nous a permis d'Olympiade, de plan climat à Olympiade, de progresser, mais avec une démarche de suivi, pas que des mots, pas que des discours, mais comment concrètement, avec les services, avec les organisations, les entreprises, les citoyens volontaires tirés au sort, comment on a réussi à créer une culture climat. Et la troisième chose, c'est évidemment la dimension de la transition démocratique. Je dirais dans quelques instants comment c'est arrivé ça. Pourquoi tout d'un coup on a considéré, alors qu'on était réélu brillamment au premier tour, sans une démarche de participation à l'issue des premiers tours, pourquoi on est rentré dans cette démarche-là? Surtout pas électorale, parce que si on rentre dans une démarche de démocratie participative ou de construction avec l'idée de gagner des voix, on est à côté de la plaque. L'idée, c'est comment permettre à chaque individu de se reconnaître citoyen en dehors des élections. Et la première condition pour porter une démocratie construction, c'est le courage politique. C'est ne pas regarder la vision du calendrier électoral. Pour le plan climat, c'était pareil, c'est objectif Kyoto, les accords de Kyoto. Et pour nous, c'était une vision à long terme. Faire l'urgence dans le long terme. Et donc, cette dimension de transition démocratique, voilà. Et quand je dis que j'ai perdu certitude, je pense honnêtement, lorsque j'étais jeune élu, il se trouve que je suis un miraculé, hein, j'ai gagné d'abord les régionales, sur le proportionnel, puis j'ai capitalisé pour être conseiller général, puis maire 6 mois après, puis président de l'agglo. À prendre le melon. Et donc là aussi j'ai pris conscience de ça, et une des réponses à comment passer du pouvoir sur au pouvoir de, au pouvoir avec, c'est un travail personnel, de transformation personnelle. C'est le choix du service plutôt que de l'ego. Et l'ego, on en a tous. Comment diminuer la part d'ego et augmenter la part de service. Donc c'est un travail spirituel au fond, de transformation personnelle, et je pense qu'on ne fera jamais la démocratie de participation quand on est élu roi. Vous savez, ces élus qui pensent que parce qu'ils sont élus, ils ont la science infuse. Et ça crée le chaos démocratique. Et l'anesthésie, les gens en ont marre, ils ne viendront plus. Parce qu'ils ne croient pas, ils vont trop plus. Ils vont trop parce qu'il faut voter. Donc voilà, j'ai perdu les certitudes, j'ai gardé 2-3 convictions. La première, il faut concilier démocratie et exigence. Arrêter de présenter la démocratie et la politique comme une cour de récréation. Les gens en ont marre de ça. Et donc, il faut substituer à un alphabet politicien ce que j'appelle une grammaire démocratique, qui permette à tous de participer au festin démocratique. Et donc, cette dimension est fondamentale, parce qu'il s'agit de passer d'une posture de l'égo-compétition à ce qu'Edgar Morin appelle l'alter-coopération. Comment passer du pouvoir sur au pouvoir avec, Patrick Livret, qui est un ami, dit le pouvoir de création. Et puis la deuxième chose, concilier démocratie et transformation. La démocratie, pour moi, elle est transformatrice ou elle n'est pas. C'est pour ça qu'on parlait encore avec Eda aujourd'hui du mot réforme. Quand j'entends parler de réforme, j'entends régression. Et je crois qu'à la réforme ou à la révolution du Grand Soir, à laquelle je ne crois pas, même s'il y a des pays où ça doit se faire, eh bien je préfère le mot aussi emprunté chez Edgar Morin de métamorphose. C'est plus fort que la transition. C'est vouloir changement et ne pas avoir peur du changement. La métamorphose, c'est ça. La chenille qui accepte de devenir papillon. Donc vous suivez ce que je dis. Voilà. Et puis dernier élément, c'est un truc perso, mais je veux le partager avec vous. C'est pas forcément partageable par tous. J'ai pris conscience de ça au moment où moi-même j'ai réfléchi sur l'engagement, mon sens de mon engagement. Mais je pense qu'il faut relier démocratie et la dimension spirituelle au sens très large du terme, au sens de Gandhi, soit le changement que tu veux pour le monde. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette forme de transformation, je pense que la première résistance à la marchandisation, c'est la dimension spirituelle. Je résiste à la marchandisation. La première révolution, elle est spirituelle. Regardez tous les Martin Luther King, tous les Mandela,
C'est des gens qui, par leur charisme, par leur intériorité, et je pense que toutes les idéologies ont oublié la question du sens, la question de l'intériorité, la question du grandissement personnel, la question de refus absolu de ce qui est inhumain. Donc, moi, au fond de moi, j'ai laissé conviction. Et donc, comment, concrètement, portant cela dans un parcours progressif, on a, avec l'équipe, construit un autre paradigme démocratique. D'abord, la conviction que, et je l'ai vu, j'ai écrit des choses en 98-99, de ce que disaient les Gilets jaunes, en fait. En fait, arrêter de draguer les gens pour les élections et les oublier comme citoyens dans l'intervalle des élections. Et donc, il faut restituer chaque personne dans sa capacité d'être citoyen. Et quand je dis cela, on voit bien que la démocratie ne peut plus se réduire à un bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans, ne peut pas se réduire à un grand débat chez nous, sans suite, ou à une zeste de consultation, ou à un budget participatif qui cache la forêt de l'anesthésie démocratique. C'est plus ça. C'est, pour reprendre les propos d'Hannah Arendt, c'est organiser l'espace qui existe entre les gens. En d'autres termes, la démocratie, pour moi, telle que je veux la passer le message, c'est un mode de vie, c'est la capacité de vivre ensemble, et c'est la capacité de faire société. Et cette dimension, ce que Pierre Rosanvallon appelle la démocratie société, ben, elle doit surgir à côté de la démocratie régime, qui fonctionne encore. J'entends souvent les élus dire, c'est un état de droit, les institutions fonctionnent. Mais attention, ça ne suffit pas. Il faut changer de rapport au pouvoir, il faut changer de rapport à la décision, il faut changer de rapport à l'élection. Et c'est ce qui est en jeu à travers cela. Et donc, pour ça, il faut avoir un retournement complet, un double retournement. Le premier, c'est de considérer que le processus est aussi important que le résultat. Parce que c'est dans le processus qu'il y a les transformations. Et c'est dans le processus qu'advient le bon résultat. Le processus partagé plutôt que le résultat qui se fait dans l'entre-soi de quelques notables. Et puis la deuxième retournement qui me paraît essentiel, c'est que l'horizon, au fond, regardez, depuis 40 ans, même plutôt, l'horizon des politiques souvent, c'est l'individu consommateur électeur. Eh bien, le retournement courageux, c'est de dire, ben, l'horizon, c'est le citoyen. Et quand je parle de citoyen, ça veut dire deux choses. C'est la croyance, que toute personne humaine, singulière, unique au monde, est capable de penser, de s'opposer, de proposer, à condition qu'on lui propose une offre démocratique pour le faire. Et la deuxième chose, la citoyenneté, pour moi, ça renvoie à une dimension universelle transcendante. C'est-à-dire que, au lieu de croire qu'une décision est facile, non, une décision est toujours à prendre, et toujours une part de renoncement. Et dans tout processus de décision, il y a quelque chose qui nous élève. Et je pense que le propre d'un élu, c'est tirer vers l'avant et tirer vers le haut. Et c'est Pierre Mendès France, dans l'Agora Pierre Mendès France, qui dit que dès qu'un homme trouve un sens universel à son action, fût-elle humble ou modeste, il découvre en lui un citoyen. En d'autres termes, on ne naît pas citoyen, on le devient. Et l'offre démocratique doit être cela, de partager et de faire susciter la citoyenneté active. Et donc, voilà, ça c'est le retournement. Et puis, comment, concrètement, on s'est mis en route? Je crois qu'il y a 3 éléments qui se sont mêlés au milieu ou au début du deuxième mandat. J'ai été élu en 89-95, on a fait beaucoup de choses qui manquaient. On l'a fait avec des gens, mais pas encore dans une dimension très élaborée. Et 95-98, c'était le moment personnel de doute. C'était aussi les interrogations, et c'est une prise de conscience. D'abord, dans le discernement sur nos propres pratiques. Ensuite, dans mes lectures de ce que j'ai vu, le constat de la crise démocratique, j'en ai parlé tout à l'heure. Et troisièmement, dans ma façon de faire, c'est-à-dire que j'allais avoir le melon, en fait. Il fallait que je change. Donc 3 éléments, le rapport au pouvoir, le rapport aux pratiques démocratiques. Et ce qui m'a vraiment fait prendre conscience de cela, c'est les réunions de quartier. Aujourd'hui, je dis que c'est le déni de la démocratie, par rapport à ce qu'on peut imaginer comme richesse démocratique. La réunion de quartier a ceci de bon, c'est qu'on se met à l'écoute. Sauf que c'est la mise en scène du consumérisme politique. C'est-à-dire que le périmètre d'autorisation démocratique des habitants, c'est de poser des questions. À qui? Au maire magicien. Et cette mise en scène, cette relation entre le maire magicien et les habitants consommateurs, le maire fournisseur et les habitants clients, dans un consumérisme politique qui nous amène à des boulevards d'irresponsabilité, c'est d'une pauvreté démocratique affligeante.
Parce qu'on reste dans un processus où le maire, finalement, est magicien. Et là, j'ai dit à l'équipe, jamais ne nous prenons pour des magiciens, ne faisons croire aux habitants que nous sommes des magiciens, ni dans nos plateformes électorales, ni dans la conduite des projets. Et cette dimension d'activateur de citoyenneté est fondamentale, et donc, à la place des réunions de quartier, qui doivent auxquelles doivent se substituer un service public réactif, il ne faut pas confondre politique de proximité et politique démocratique, de prise de décision en commun, de co-concertation, de co-construction. La proximité, ça se fait par un service public de qualité. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en sorte que les gens soient obligés de passer par le bureau du maire, par une réunion de quartier pour avoir des réponses à leurs problèmes. Et donc pour nous, c'était important de changer la dimension pour toucher la dimension démocratique. Et donc on a fait, à la place des réunions de quartier, on a fait diagnostic en marchant. On a invité les habitants quartier par quartier à cheminer avec nous. C'est le verbe d'action qui dit le mieux la démocratie pour moi. Démocratie construction. Cheminer pour voir ce qui ne va pas et pour construire ensemble des solutions. Les unes par les habitants eux-mêmes, et là il faut le courage politique de dire ce qu'il faut faire. Par exemple sur l'insécurité routière, la plupart des solutions, elles sont personnelles. Elles sont aussi collectives, elles sont de l'aménagement, mais aussi personnelles. Ne pas avoir le courage de dire, de mettre chacun devant sa responsabilité dans une ville dont on veut qu'elle soit en co-responsabilité, c'est une faute. Et donc, on a cheminé ensemble, on a vu ce qui n'allait pas, et on a co-construit des solutions. Dernier événement en date de cette dimension-là, c'était les rencontres en quartier. C'était en 2018, c'était un bonheur fou. Par quartier, réunion, rencontres en quartier, ce n'est pas des réunions de quartier, les habitants partagent de 10, un maître du temps, un animateur, un rapporteur, et 2 temps de 3 quarts d'heure. Dites ce qui ne va pas dans la commune, c'était quelques mois avant les Gilets jaunes, c'est une cahier de doléances. 478 post-it pour dire ce qui n'allait pas. Résumé en à peu près 20 préoccupations, la principale, l'insécurité routière. On l'a déjà vu 10 ans avant. Les gens ont peur. Il n'y a pas d'insécurité. Il n'y a pas, mais les gens ont peur. C'est un élément à prendre en compte. Et deuxième temps qui a surpris les gens, dites-vous, partagez en quoi vous êtes bénéficiaire, acteur ou observateur de bienveillance. Parce que moi, les voisins vigilants, ça me gonfle. Les voisins bienveillants, ça me va. Et donc, en fait, les gens au départ, ils étaient là, ils ne savaient pas quoi dire, et en réalité, il y a eu 420 post-it pour dire la bienveillance. Donc les gens, il a fallu cette mise en situation pour que les gens comprennent que la principale richesse d'une commune, c'est eux, c'est l'humain, c'est les habitants. Et je peux vous dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait parler longuement tout à l'heure, c'est comment mettre les gens à l'aise, c'est-à-dire on fait le pot au début de la réunion, pour que les gens se sentent à l'aise, pas après, au début et à la fin. Et du coup, ils sortent, mais transformés. Bémol, lorsqu'il y a des réunions de quartier du style facile, un peu passif, descendant, 150 personnes par réunion de quartier, la rencontre en quartier, beaucoup moins. Et ça pose toute la question de l'engagement, de l'école, quelle école de la coopération, quelle école de la citoyenneté, comment retrouver le sens du commun, et pas seulement du consumérisme politique. Donc voilà, c'était pour nous, c'était important le discernement sur notre pratique. Ensuite, le fossé qui s'est creusé. Mais moi, les collègues m'ont pris pour un fou il y a 30 ans. J'ai dit, il y a un fossé, vous ne vous rendez pas compte. Notamment les lots du maire, j'en parlerai tout à l'heure. Ce BINS, cette cour de récréation, ce truc hors sol qu'on fait alors qu'au fond, les gens sont habités par l'intérêt général, les élus ont envie d'y aller. Mais il y a un fossé qui s'est creusé entre les représentants et les représentés. Et que la démocratie électorale a montré ses limites. On peut être élu en ayant fait de la séduction, de la caricature, de la posture systématique, et sans parler vrai. Moi, je vois des élus qui sont élus, et je pense que parfois, il n'y a pas toujours de la justesse dans la démocratie électorale. Et donc, comment pallier à ça? Comment passer d'une démocratie intermittente, juste les élections, pour conquérir le pouvoir, dont nous sommes passés maîtres, et quand nous sommes restés des analphabètes lorsqu'il s'agit de le partager. Et donc, voilà, crise démocratique, impuissance du politique et montée en puissance de l'individualisme privé. Moi d'abord, tout et tout de suite. Ça, je peux vous le dire, je crois que mon niveau de tolérance à la fin de mes mandats a beaucoup baissé, tellement j'ai vu de formes d'individualisme qui s'est développées. À côté de ça, des moments de générosité fantastiques. Quand je prends les jeunes qui marchent pour le climat, les gens qui dans les associations, mais globalement, quand les gens viennent dans une séquence démocratique dont je parlerai tout à l'heure, c'est d'abord sa pomme. Et c'est logique. Mais pour sortir de son carcan, pour s'ouvrir au nous collectif, que de travail. C'est pour ça que je parle de démocratie, construction,
qui est une démocratie de transformation. Et puis le rapport au pouvoir, j'en ai parlé. Et donc, la transition que nous avons menée, c'est au fond une transition entre ce qu'on peut appeler une démocratie providentielle, descendante, verticale, passive, anesthésiante, pour tout dire infantilisante. Franchement, pour les gens, pour des imbéciles souvent. C'est vote et tais-toi, dormez, braves gens, on fait à votre place, débat toujours, mais je décide. En gros, c'est ça. Et on décide par l'affect, par le rapport de force, par le technique, et jamais par le sens donné aux politiques. Et pour passer de cette démocratie providentielle à la démocratie construction, pour moi, la démocratie construction, c'est il faut que la démocratie soit inclusive. Pas juste un petit budget participatif, mais que pour les grandes décisions, il y a des séquences démocratiques qui permettent de co-construire les solutions. Inclusive. Pourquoi construction aussi? Parce que toute décision est un processus. Moi, je me refuse à la consultation bidon, où on fait donner aux gens des avis énormément contraires et on ne sait pas ce que ça donne. Il n'y a pas de réciprocité. Et donc, pour moi, la démocratie construction, c'est considérer que toute décision est un processus, et pour atteindre la haute qualité démocratique, il faut 3 conditions. Il faut, la réciprocité des échanges. L'antidote, le contraire, c'est les réseaux sociaux. Il n'y a pas de réciprocité. Chacun, en silo, raconte sa vie, il se fait son selfie. Il n'y a pas de réciprocité. Il faut toucher le dialogue, au fond. Il faut la réciprocité des échanges. C'est la dimension interactive. La condition la deuxième, c'est qu'il faut que le processus soit lent. Moi, je suis un militant de la slow démocratie. Il faut arrêter d'aller prendre un avion pour se déplacer, pour se montrer en tant qu'élu, et puis de rentrer avec un décret qui ne sera jamais appliqué. En fait, la slow démocratie, c'est accepter que dans tout espace public, dans tout sujet, il y a la complexité dont parlait Pierre Morin. Et d'ailleurs, les clivages souvent se trouvent là. Soit je suis dans le simplisme absolu et je suis les marabouts du simplisme, soit j'accepte l'idée que la vie est complexe et que deuxièmement, il y a l'altérité. On ne travaille pas pour sa pomme, mais aussi pour l'autre, proche, pas seulement proche, mais aussi lointain, mais aussi qui est un être. Des milliards d'êtres qui sont un être pour lesquels nous sommes aujourd'hui, notre génération, en responsabilité. Et donc cette dimension de lenteur démocratique, de maturation du processus. Et je peux vous dire que ça crée du bonheur. Et la troisième dimension, c'est qu'il faut chaque fois que cette dimension soit édifiante. Comment favoriser le passage du jeu au nous, de l'intérêt particulier à l'intérêt général, du discours de l'immédiat à la parole au long cours. Et donc, en disant ça, le rôle de l'élu va changer. Il ne fera plus pour les gens de manière condescendante en disant « je vous donne des subventions ». Non, c'est l'argent des contribuables, tout simplement. Il ne fera plus pour, mais il fera avec. Il ne sera plus dans un face-à-face stérile et infantilisant, mais dans un côte-à-côte coproductif. Il ne sera plus dans le tout ou rien qui fonctionne nulle part. Moi, j'ai jamais vu dans ma vie perso, dans mon quartier, dans ma ville, que le tout ou rien fonctionne. Et comment on crée le plus ou moins, mais dynamique. Comment ce que j'appelle des compromis dynamiques de transformation, qui n'ont rien à voir avec des compromissions ou des consensus mous qui se décident dans l'entre-soi de quelques notables. Compromis dynamiques qui sont le fruit de l'intelligence collective. Et donc, c'est à partir de ça, de sens que j'ai posé là, qu'on a construit progressivement, patiemment, avec des doutes, avec des moments de séminaire, de réflexion, avec des interrogations, avec parfois des sentiments qu'on n'avance pas, on a créé un écosystème. Un écosystème, je tiens beaucoup à ce concept, ça donne l'idée que la démocratie, elle est transversale, elle est partout. Et elle est transversale. C'est pour ça que je pense que dans une équipe municipale, si vous êtes en responsabilité, il faut que le maire porte ça. Il faut vraiment que ce soit une volonté politique, un portage politique fort pour partager le pouvoir. Et l'écosystème, ça veut dire qu'il y a une dimension globale, que pour chaque sujet, la démocratie s'invite. Et il faut de l'inventivité. Et cet écosystème s'appuie sur 5 exigences. J'essaie d'aller vite pour permettre le débat, mais elles sont importantes. Je les ai théorisées, évidemment, au fur et à mesure des derniers mandats, au fur et à mesure qu'on m'a sollicité. En gros, il faut que la démocratie, d'abord, elle doit être désirable. Ensuite, il faut qu'elle soit habitée. Troisièmement, il faut qu'elle soit continue, démocratie permanente. Quatrièmement, il faut qu'elle soit édifiante. Et cinquièmement, il faut qu'elle soit d'implication. Les 4 premiers, c'est comment mieux décider ensemble. Et le dernier, c'est comment susciter le pouvoir d'agir des citoyens. Comment considérer que les politiques ne sont pas l'alpha et l'oméga de la politique,
qu'il y a bien des associations qui font la politique au sens noble du terme, de la cité, des citoyens qui s'engagent. Donc il faut aussi beaucoup de modestie, d'humilité dans ce rapport aux politiques. Et donc, désirable. En fait, j'ai pris conscience de ça en 1998, quand j'en ai parlé tout à l'heure, quand j'ai fait le tour de la ville à pied, et qu'on a distribué, donc en écoutant les gens, de porte à porte pendant 4 mois. En même temps, j'ai distribué un questionnaire sur Parlons ensemble notre ville. 43% de retour. Restitution ville, voilà. Et donc, en fait, c'était quoi l'idée? C'est de dire aux habitants qu'ils sont importants dans l'intervalle des élections. Ça a été un moment symbolique. Je crois qu'il faut des moments forts. Dans les communes qui m'invitent, je dis qu'il faut que ce soit convivial, il faut que ce soit populaire, il faut que ce soit interactif, il faut que ça donne le sentiment aux habitants qu'ils ont des choses à dire dans l'intervalle des élections. C'est ce que j'appelle avec le recul les Olympiades de la démocratie, qu'on a organisées en 1998. 6 ans après, donc temps de maturation, on a lancé, cette fois-ci par consultation téléphone, à l'époque c'était téléphone à fil, les états généraux permanents de la démocratie. Et on l'a précédé par un Kingersheim Magazine qui a été artisanalement confectionné par l'équipe sous forme de roman photo et qui permettait aux gens de tous d'accéder aux questions sur quelle grammaire démocratique voulez-vous, comment voulez-vous être entendu, comment voulez-vous débattre à Kingersheim, comment voulez-vous qu'on prenne les décisions. Et ces états généraux permanents de la démocratie ont fait l'objet d'un coup de fil. J'ai dit aux habitants, vous aurez un magazine spécial sur la démocratie, merci d'y répondre et merci de répondre aux 10 questions qui sont posées. Et en fait, là, pareil, on a 43% de retour, restitution ville, comment on met en œuvre le processus de partage démocratique. Et ces états généraux, ça a été l'idée de comment permettre à chacun qui le souhaite d'être copropriétaire de l'intérêt général, et coproducteur de la décision. C'était un moment fort, avec ensuite des formations d'acteurs, d'habitants volontaires, qui ont pris le relais, et au fur et à mesure, notre base s'est élargie. Et vous allez voir que dans chaque séquence démocratique, la base est souvent la plus large possible, c'est-à-dire on invite tous les habitants. Et ça, c'est important, que la base, que l'offre démocratique soit là pour tous les habitants. Parfois, c'est des sujets spécifiques, des invitations plus spécifiques, parfois plus générales. Troisième temps fort, ça a été le pacte civique, j'en ai parlé tout à l'heure, comment le décliner au niveau local, à travers des forums ouverts, un peu la méthode des colibris. Et puis, en 2015, je savais que c'était mon dernier mandat, 2015-2020, on appelait ça Agora 2015-2020. Démocratie tout le temps, avec l'idée de comment sortir des TLM, comment éviter que ce soit toujours les mêmes. Et comment toucher les invisibles. À l'époque, j'avais déjà cette question-là. Ceux qui ont des fins de mois difficiles, comment les toucher? Sinon par des propositions de faire, et pas seulement décider, de faire. Et donc on a fait le tour de la ville, tous les élus cette fois-ci, pour dire voilà, on a des propositions, vous avez peut-être vous des propositions de portage à nous suggérer, vous serez les bienvenus, puisqu'on a créé un fonds d'initiative citoyenne lors des états généraux permanents de démocratie qui permettait à tous les habitants qui se regroupent pour l'intérêt général d'être portés par la ville, soutenus et accompagnés. Et donc pour nous c'était important, Agora 15-20, c'était un moment fort de dire comment on va toucher les gens. Et je peux vous dire, la réponse c'est qu'on n'a pas touché les invisibles. Et c'est très compliqué. Et ça montre aussi qu'on ne peut pas s'imaginer qu'on fasse une transition démocratique s'il n'y a pas plus de justice sociale et de fins de mois dignes pour tous les habitants. Donc il ne faut pas se leurrer, tout est lié. L'urgence sociale, l'urgence écologique et l'urgence démocratique, c'est un nouveau logiciel à fertiliser ensemble, mais pas de manière parcimonieuse, de manière radicale, mais faite avec détermination, avec planification, avec l'idée d'avancer et de faire coïncider. Il n'y aura pas d'écologie qui ne soit pas sociale, c'est clair. Et donc voilà, il n'y aura pas de dimension sociale. Le 23 novembre, j'interviens devant les travailleurs sociaux dans le Lot-et-Garonne. Travailleurs sociaux. Et qui maintenant s'interrogent de savoir comment on peut mettre les habitants qui sont aidés en situation de co-construire des solutions, davantage. Et c'est compliqué, je mets à leur place. Donc, démocratie désirable. Deuxième élément, démocratie habitée. C'est Pierre Mendès France qui disait que la démocratie est un état d'esprit. Et donc cet état d'esprit, il est partagé par l'équipe municipale, par le groupe majoritaire, par les collaborateurs, par les habitants qui sont mobilisés depuis plusieurs années et qu'on appellera les agoracteurs. Et donc, il faut que cette question soit toujours prise en compte par l'exécutif municipal et par l'ensemble des équipes de direction et des collaborateurs. Mais en même temps, je me suis rendu compte, et j'ai fait un constat, je me suis dit, c'est quand même incroyable.
il y a des équipements pour toutes les activités humaines. Il y a des stades de foot pour faire du foot, des usines pour produire, des écoles pour apprendre, tant mieux tout ça. Mais il n'y a pas de lieu pour pratiquer la démocratie. Il n'y a pas de lieu pour débattre dans de bonnes conditions, où la maison qui serait installée montrerait la permanence du débat, l'agora. Et c'est ainsi qu'on a construit, peut-être la première, en tout cas, on a construit une maison de la citoyenneté, qui est la maison de tous les habitants, de toutes les fonctions démocratiques, particulièrement les trois essentielles, celle du débat, celle de la décision, le conseil municipal y siège, et celle de la co-construction, de la délibération, de la collaboration, tout ce qui permet de mûrir une décision. C'est aussi celle, et c'est l'expérience qui m'a montré combien il y a trois cultures en France, peut-être aussi en Belgique sans doute, qui s'ignorent et qui s'affrontent en permanence, mais qu'il faudrait fertiliser. La première culture, c'est la culture de l'indignation, de la résistance, de la colère, de l'opposition. Une culture importante. Quel est le sens d'un politique s'il ne s'est plus s'indigner face au non-sens? Et donc c'est important, je salue tous les gens qui résistent, qui s'indignent face au non-sens, face aux injustices, tout ça. Mais à côté de ça, il y a aussi une autre culture, qui est la culture de l'utopie, de ce qui est à venir, de la vision, du projet. Puis il y a une troisième culture, qui est aussi la culture de l'engagement, de la régulation, de l'acceptation du principe de réalité. Et au fond, on a souvent des spécialistes, ceux de l'indignation, ou ceux des rêveurs, ou ceux des gestionnaires. Et les gestionnaires, à force de gérer, ils oublient toute forme d'indignation et toute forme d'utopie, de transformation du monde. Eh bien, chaque fois qu'on rentre dans une séquence démocratique, moi j'aime qu'on fasse émerger ces trois cultures, qu'on les fasse converger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet qui puisse se faire sans une forme de colère, d'indignation, sans une forme de rêve, mais qui a aussi ses limites, avec le principe de réalité. Et ça me ramène à Jean Jaurès, qui disait que le courage, c'est de comprendre le réel pour aller vers l'idéal. Et ça, c'est pour moi une dimension très importante pour que chacun puisse prendre, cheminer dans ces trois cultures-là et les accepter et les fertiliser réciproquement. Bien sûr, pour des questions de posture politicienne, certains n'ont pas du tout envie que ces trois cultures se fertilisent, qu'il y ait une fertilisation croisée de ces trois cultures. Et pourtant, je pense que lorsqu'on est dans une dimension qui n'est pas politicienne, honnêtement, ça crée plus de bonheur et ça permet aussi de construire des compromis dynamiques. C'est troisième élément, la démocratie doit être continue. C'est pas une démocratie en continu, avec des palabres sans fin et sans débouché de décision ni de débouché politique. Par exemple, à Paris, comment c'est? J'ai un trou de mémoire. Vous savez, le moment de débat à Paris sur la place publique. Comment? Nuit debout. Nuit debout, voilà, pardon. C'était un moment très fort de débat, mais aucune suite derrière. Donc la démocratie continue, permanente, pour moi, ça a été, et ça c'est le cœur de ce qu'on a fait avec Ironsheim, c'est un principe simple. À chaque fois que nous mettons en agenda un projet qui est inscrit dans le contrat municipal sur la base duquel nous avons été élus et qui a été co-construit avec les habitants, ou à chaque fois que se met en agenda une question à enjeu, quelle qu'elle soit, ou à chaque fois que vient sur le bureau du maire une pétition, qui est une chance, qui est une start-upper de la démocratie, chaque fois qu'une pétition, ou à chaque fois que vient un projet porté par les citoyens, alors nous ouvrons ce que j'appelle une séquence démocratique. Cette séquence a un début et une fin. Mais l'essentiel, l'impératif catégorique, c'est que cette séquence soit décisive pour la décision des élus. C'est ce que j'appelle le continuum démocratique. Et donc c'est un dépassement par rapport à la démocratie directe où on vote sans participer, ou la démocratie participative où on participe sans voter. Là, au fond, et je ferai la démonstration tout à l'heure, le parcours d'une séquence démocratique fait que depuis le début jusqu'à la fin, validation par les élus, il y a un consentement progressif et il y a donc une articulation presque substantielle entre ce qui est décisif, c'est-à-dire le débat, la co-construction et la décision qui est en fait une validation par les élus d'une séquence de maturation démocratique. Et cette séquence, elle est un début et une fin, elle est décisive. Elle est préparée par une équipe projet, toujours, un porteur politique, un porteur technique, et 4 ou 5 habitants, agorateurs. Et la mission est de dire, vous travaillez sur la séquence démocratique, n'oubliez pas qui il faut inviter, comment, enfin toute la question du comment que j'ai posée au début. C'est parce que ça ne s'improvise pas. Et donc, quand cette équipe projet est prête, elle vient devant le conseil communal de la démocratie, qui n'a rien d'exécutif ou rien de décisionnel, mais c'est une assemblée qu'on a créée en 2015, de 50 habitants,
la municipalité, les DGA, DGS de la ville, plus les associations fédératrices, tous les samedis, toutes les 6 semaines, un vrai bonheur. Cette assemblée a pour mission de mettre en agenda, de valider les séquences démocratiques, de les évaluer et de voir leur aboutissement avant que ça arrive au conseil municipal. Donc en fait, c'est un super boulot. En fait, au lieu que ce soit le bureau du maire qui décide la mise en agenda de séquence, là on ouvre, et c'est le conseil communal de la démocratie et du coup le conseil communal valide une séquence quand on a toute la grammaire démocratique. La grammaire démocratique, c'est 1. Si c'est une pétition, une question en jeu, se mettre à l'écoute. Lorsque c'est un projet porté par la ville ou d'intérêt général, c'est donner du sens. C'est plus qu'informer, c'est donner du sens. 3e niveau, est-ce qu'on est capable de mettre en débat? Est-ce que le débat est suffisant? Et donc, qu'est-ce que vous proposez pour débat? 4e niveau, mise en place d'une instance participative qu'on appellera le conseil participatif. Quels enjeux? Comment vous voyez le fonctionnement de ce conseil participatif? Dernier niveau, engagement. Engagement politique sous forme de délibération au conseil municipal. Engagement de citoyens sous forme de transformation sur la question de sécurité routière, par exemple. Engagement des organisations. Par exemple, tous les événements à Kingersheim sont éco-responsables. Il n'y a plus les associations, les fêtes, tout ça, c'est sous le grand climat, biodiversité. Donc tout ça, ça veut bien dire que les transformations, elles sont politiques, mais aussi citoyennes, mais aussi les organisations. C'est le sens du pacte civique que nous avons élaboré. Et donc, comment est le parcours d'une séquence démocratique? L'acte 1, c'est d'informer par tous les moyens, souvent le Kingersheim Magazine qui est très lu, de la mise en agenda de la question. Information, transparence. Et personne n'est censé ignorer. Transparence. Deuxième, invitation. Si c'est un projet d'intérêt général et communal, global, c'est tous les habitants. Si c'est spécifique, c'est les habitants concernés. Donc, informer, inviter. 3e élément, organisation d'un forum débat qui institue la séquence. C'est le départ. La réunion publique n'est jamais le lieu de la décision, c'est pas possible. Parce que souvent, dans le fantasme des élus, c'est je fais de la démocratie participative, je fais une réunion publique et on décide. Mais comment décider? Bon, la réunion publique, c'est juste mettre sur la table les peurs, d'abord, mettre sur la table les questions, mettre sur la table les premières préconisations, et à l'issue du forum débat, des forums débat costauds, 2 heures, 2 heures et demie à la maison de la citoyenneté, j'ai une parole simple, mais qui mobilise les citoyens, en disant voilà, on a été confronté à un sujet, vous avez vu qu'il est complexe. On ne va pas prendre de décision aujourd'hui, ni vous, ni moi. Mais moi, je suis votre élu, mais je n'ai pas la séance infuse. Donc, je vous propose de confier à une instance participative qu'on appelle les conseils participatifs, qui ne sont pas seulement des conseils citoyens ou des conseils scientifiques ou des conseils municipaux, mais bien participatifs par la composition dont je parlerai tout à l'heure. Et on confie à cette instance participative de prendre le temps qu'il faut pour faire des propositions au conseil municipal, d'être décisif pour la décision des élus. Et c'est la 4e exigence. La démocratie édifiante, ça ne se fait pas par la masse ou par la foule, mais au maximum par une centaine de personnes, mais qui auront le sujet, la mission d'approfondir, d'aller affronter la complexité. Et c'est en ce sens que je vais revenir sur la composition, la philosophie des conseils participatifs. Vous avez compris que pour chaque projet, qu'il soit municipal ou citoyen, il y a une séquence démocratique. Pour chaque séquence, il y a un conseil participatif différent. Il y aura donc eu les 10 dernières années de mon mandat, 40 projets différents, 40 séquences démocratiques différentes et 40 conseils participatifs et donc publics différents. Et la composition des conseils participatifs, c'est ça qui est original. Et ça commence à être entendu à l'échelle nationale, ça commence seulement, parce que moi je ne supporte pas la démocratie et la queue leu. On donne un os à ronger à un conseil citoyen, puis après c'est l'administration ou politique qui décide sans qu'il y ait de sens, de continuum. Et donc l'idée, la composition, c'est il faut qu'un conseil participatif soit pluriel. Plus il est pluriel, plus la régulation est possible, plus la construction de compromis dynamiques est possible. Et donc la composition d'un conseil participatif, c'est toujours les 4 collèges qui représentent la France en miniature ou la Belgique en miniature. Un collège des habitants, volontaires, ceux qui sont volontaires, qui s'inscrivent, mais aussi tirés au sort, pour permettre d'ouvrir à des gens qui ne s'imaginent même pas qu'on peut les consulter. Deuxième collège, des élus, majoritaires et minoritaires. Et je sais la souffrance qu'ont les élus d'opposition quand ils sont toujours considérés comme d'opposition n'ayant pas la parole. Mais et minoritaires, c'est le respect aussi du suffrage universel. Troisième collège, les experts. Nous avons besoin d'experts dans la mairie, mais aussi d'expertise extérieure, des chronobiologistes s'il s'agit de l'aménagement du temps de l'enfant,
On a besoin d'expertise. Elle permet d'objectiver le débat public et la co-construction. Et dernier collège, le collège qui est systématiquement oublié, c'est les associations, les syndicats, les entreprises, en gros, les organisations. Et que si elles ne sont jamais invitées au festin démocratique, elles tournent en communautarisme ou en corporatisme. Et c'est la faute à une démocratie anesthésiée. Donc un conseil participatif, c'est la France en miniature, avec des statuts différents, des regards différents, des compétences différentes, mais c'est ça qui fait la richesse de la démocratie. Et la philosophie, c'est la suivante. Vous êtes de plein pied, vous avez la maison de citoyenneté à votre disposition, vous avez une collaboratrice qui fait du reporting, vous avez carte blanche. L'important, c'est que quand vous serez prêt, vous viendrez devant le conseil municipal pour exposer vos propositions pour qu'ils soient validés par le conseil municipal. Parce que comme les élus sont dans le conseil participatif, mais que leur voix au sein du conseil participatif ne vaut pas plus que celle des habitants, mais elle est déterminante pour aller vers la validation. Moi, je ne suis pas comme les Gilets jaunes, je crois à la représentation, à condition qu'elle soit vraiment de la représentation, c'est-à-dire qu'elle favorise la participation des citoyens. Donc voilà, composition, philosophie, de plein pied, c'est une démocratie de plein pied, le temps qu'il faut. Le processus de décision se fait non pas par consensus, le consensus c'est oui, on n'arrivera jamais des oui absolus, c'est par consentement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de non, c'est-à-dire que c'est une démocratie argumentée. Quand il n'y a plus d'objection, on avance. Et donc, en fait, le processus démarre au forum débat et se termine par la validation. Au fond, la décision du conseil municipal n'est jamais qu'une validation de l'ensemble du processus qui s'est déclenché. Et donc ça s'est fait d'une manière plus ou moins empirique, mais avec l'intuition de dire que, au cœur du processus, au cœur d'une séquence, il y a les conseils participatifs qui représentent, en fait, toutes les formes d'intelligence, de sens, d'expertise et d'engagement, des gens engagés. Je termine sur la question de la dernier chapitre, c'est comment favoriser le pouvoir d'agir des citoyens. Parce que tout ça, jusqu'à présent, c'était de comment favoriser la co-construction de la décision. C'est comment nous avons décidé de décider ensemble. Mais il manque le volet comment permettre aux citoyens qui le souhaitent d'agir dans tel ou tel domaine. Et c'est ainsi qu'on a eu l'intuition avec les États généraux permanents de la démocratie de créer le Fonds d'initiative citoyenne. C'est un peu le précurseur du budget participatif qui permet de soutenir, d'accompagner toutes celles et tous ceux qui souhaitent s'inscrire dans l'intérêt général et construire du bien commun ou construire du commun. Et c'est ainsi qu'on a favorisé les rencontres d'échanges réciproques des savoirs, qu'on a organisé une journée citoyenne, 700 personnes sur le terrain, une matinée avec un barbecue derrière. C'est ainsi qu'on a organisé les soirées d'engagement, je peux vous le conseiller, c'est magnifique. J'ai encore le frisson quand j'en parle. La soirée d'engagement, c'est d'inviter toute personne qui, de près ou de loin, s'engage dans la vie de la cité. C'est les membres des conseils participatifs, c'est les responsables des associations, c'est là une scope qui s'est créée, et donc on a donné la parole à 10 représentants très différents. Un représentant d'une personne qui disait avoir sauvé son entreprise en mettant un statut de scope, comment il l'a dit en 30 secondes, on a donné 30 secondes à chacun, la musique, les gens ne partaient plus, à 3h du matin, on discutait encore. Il y avait 500 personnes dans la salle, on partageait l'engagement. Si c'est pas ça la démocratie construction, c'est quoi alors? Donc en fait, il y a des moments forts, symboliques, qui sont essentiels. Et on a porté, soutenu, pas porté, des projets qui aujourd'hui comptent dans l'agglomération. Par exemple, un vieux bâtiment industriel qui est devenu un restaurant associatif, qui est porté par un collectif citoyen qui est proche de Colibri, à qui j'ai donné d'abord la disponibilité pendant 2 ans, et avec qui on a, grâce à un budget, un emprunt supplémentaire d'1 million d'euros, on a réussi à faire un restaurant nouveau, mais associatif, qui a créé 17 emplois. On a mis à disposition du terrain pour l'éducation de la permaculture. C'est un restaurant qui s'appelle Les Chèdes, qui est connu. On n'a pas de resto à Quillinsheim, c'est une ville banlieue, et on n'a pas de centre-ville. Donc en fait, tout le centre ancien, on l'a fait renaître dans des lieux. Les Chèdes, le restaurant, le Créa, c'est le centre culturel qui était l'ancienne mairie. La salle Tival, salle industrielle, est devenue la salle culturelle. L'ancienne ferme est devenue la maison de la citoyenneté. L'autre ferme est devenue la maison de la musique. On a redonné de la vie, de la culture, de la citoyenneté et de vivre ensemble dans ce vieux village excentré, mais qui n'est pas central. Et voilà. Et donc on n'a pas marchandisé. Moi je suis fier de ça. C'est-à-dire on a créé de l'humain dans ce coin de... Voilà. Et donc les Chèdes, le Fala, le faire avec les autres, on a mis à disposition pour un Fab Lab un autre bâtiment. Lieu de culte musulman, ça a été porté par les Quillinsheimois de confession musulmane. Comment construire l'articulation entre la religion et la République dans ma commune? Comment on a construit ça ensemble? C'est un conseil participatif. Casse-gueule,
Casse-gueule. France 2 était dans la maison de citoyenneté, quand on avait la réunion publique, 200 personnes dans la salle. Je me suis préparé comme quand j'étais sportif, comme course aux 800 mètres, je me préparais dans la tête psychologiquement. Mais en fait, on a fait une séance super parce qu'on a fait venir des gens comme Joël Roman, l'observateur de la laïcité, qui amène du contenu, parce que si vous venez sans contenu, il n'y a pas de réflexion, et ainsi de suite. C'est là, je ne sais pas si je l'ai dit ici ou à table tout à l'heure, c'est là qu'une personne s'est levée, première personne qui s'est levée en disant « moi j'aime pas les Arabes ». Je dis « madame, vous n'avez pas votre place ici, j'attends que vous quittez la salle ». Parce que la démocratie construction, c'est pas la démagogie, c'est aussi des valeurs. Et je reviens maintenant dans quelques instants, c'est sur j'ai oublié de dire les conditions de réussite des conseils participatifs. Ça, c'est vachement important. C'est d'abord, il faut que la base démocratique soit la plus large possible. 2, il faut viser la meilleure représentativité. C'est pour ça que je tiens beaucoup au tirage au sort. Pas que, mais aussi pour que, voilà. 3e, il faut revenir à l'éducation populaire. Il faut consacrer un temps de formation au début du fonctionnement d'un conseil participatif. Quand on a travaillé sur l'avenir de la ville, le plan local d'urbanisme, on a fait 2 séances. L'un sur, à partir de la parole du maire, en disant voilà, notre commune est un coin de la planète, il est hors de question qu'on accroisse les difficultés, le réchauffement climatique. Donc on prend notre responsabilité. C'est page blanche, mais ça pour moi c'est non négociable. Et du coup, on a travaillé sur les accords de Kyoto, sur les schémas de cohérence territoriale, sur la loi de transition énergétique, sur la loi européenne, toutes choses que les gens au début ne savent pas plus que les élus d'ailleurs. Et donc on a université populaire, éducation populaire, d'abord se donner le même sens des mots, le même niveau de compréhension, et on a avancé, du coup les gens ont saisi différemment l'avenir de la ville. Ils ont compris qu'il fallait densifier plutôt que d'artificialiser les terres, et dans quelles conditions. Donc en fait c'est l'ignorance qui fait qu'on arrive sur un monde un peu bête, quoi. Voilà. Donc, et puis l'ingénierie démocratique. Et là vous avez compris qu'on est rentré dans un terrain complètement vierge, qui est comment animer une séquence démocratique. Comment animer une réunion où les gens se conduisent parfois pire que les enfants dans une cour de récréation. Si vous créez les règles démocratiques au départ, vous avez le brouhaha total, comment faire? Et c'est là que dans un premier bouquin, j'avais proposé qu'on ait aux côtés des élus des ingénieurs du dialogue. On a des ingénieurs pour toutes les activités humaines, sauf pour celles qui consistent à permettre le dialogue réel. Et ça, je peux vous dire, c'est important parce que ça permet de laisser l'élu à sa place. Le sens, la parole au début d'une séquence. Pour moi, je passe toujours 3 jours et 3 nuits à réfléchir quelle parole je porte pour qu'elle soit entendue et qu'elle soit inspirante pour les habitants pour ensuite déclencher une séquence démocratique. Donc ce n'est pas les discours formatés, j'ai fait, je vous donne tant de subventions, j'ai fait ceci et cela. C'est juste une parole humble qui essaie de toucher le cœur et l'intelligence des gens. Et ça demande du boulot en fait. Et donc le boulot qu'on a mis là-dedans, on ne l'a pas mis dans l'inauguration. On ne fait plus d'inauguration, on ne fait plus de couper de ruban. Je trouve que c'est une perte de temps et c'est de l'ego démesuré. Donc en fait, on préfère travailler sur l'inventivité démocratique que sur des questions de ce type-là. Voilà, j'ai peur d'avoir été un peu long. Est-ce que je peux conclure sur juste un élément pour dire qu'en fait, pourquoi aujourd'hui je suis convaincu, et je passe une partie de ma retraite, une petite partie, à essayer de faire comprendre que la question démocratique, d'abord, ça ne s'improvise pas, c'est une question de sens, c'est aussi une question de valeur, c'est une question de changement radical de comportement, de rapport au pouvoir. Mais en fait, j'ai l'impression d'agir comme David contre Goliath. Je le disais, face aux réseaux sociaux où chacun peut devenir le nombril de la terre, où il n'y a pas de... C'est en silo, chacun son truc, on ne s'écoute pas, il n'y a pas de réciprocité d'échange. Et en même temps, cette société-là, c'est une société de la défiance. Jamais on a vu un tel niveau de défiance, dans notre pays en tout cas. On le voit par l'abstention, on voit par plein d'indicateurs, regardez les différents bouquins, j'ai analysé beaucoup ça, c'est le ressentiment. Et dans une société où 2 paramètres qui poussent au populisme, qui poussent à l'antisystème, qui poussent au complotisme, 20% des Français se disent complotistes et 50% ils sont sensibles. Mais vous vous rendez compte où on va? Et c'est dire, cette démarche que je propose à Kingersheim, si on ne la généralise pas, en tout cas dans l'esprit, l'état d'esprit, commune par commune, à condition que le local ne soit pas considéré comme du bocal, mais bien en lien avec le global, eh bien, je ne sais pas comment on va, où on va. Et pour moi, c'est un vrai sujet. Les 2 éléments, ingrédients qui font tout ça, c'est le bas niveau de confiance interpersonnelle. On a vu, par exemple, les électeurs du RN en France, c'est des gens non seulement qui sont méfiants des institutions, mais méfiants aussi dans leur sphère personnelle. Et parce qu'ils sont aussi alimentés par le mal-être de la vie quotidienne. Rosa Vallon a beaucoup écrit là-dessus.
le mal-être. C'est-à-dire, en fait, c'est des gens qui ont des fins de mois difficiles, qui en ont marre de compter leurs sous, qui sont mal, et ça crée du ressentiment et de la défiance. Et ça, c'est dramatique parce que quand on voit la multiplication des pouvoirs illégitimes en Europe et dans le monde, on s'interroge. Et donc, en fait, on a essayé de créer la confiance. Et ce qui était fort de notre part, je crois, de notre équipe, c'est jamais de considérer comme légitime par le seul fait des élections. On s'est jamais considéré. On était élus au premier tour, souvent la dernière fois à 67%, mais jamais on s'est mis dans la tête que ça pouvait nous suffire de prendre des décisions tout seul. Et donc, c'est la question de la légitimité. Et cette légitimité, on l'a portée à 4 niveaux. D'abord, la légitimité par la promesse tenue. Tu dis ce que tu fais, tu fais tout ce que tu dis et tu associes les citoyens. Le processus de partage est évidemment transversal. C'est la légitimité par l'efficience des politiques publiques, c'est-à-dire la sobriété dans l'usage des deniers publics. Ça, c'est les gens quand on voit les palais, les choses comme ça, les gens ne supportent plus. La légitimité par l'éthique de l'action publique, pas seulement la transparence, pas seulement l'intégrité, pas seulement la congruence, mais mettre de la simplicité, de la modestie, de l'humilité, de la transparence, de l'égalité dans l'espace public. Et là, on a pris des décisions symboliques. Par exemple, les vœux du maire. Je le vis sous le temps. Les vœux du maire, j'étais très content, je préparais mon discours, j'oubliais ma famille, mes 2 garçons, mon épouse, je faisais mes discours. Et en fait, un maire qui fait un discours, il parle toujours bien de ce qu'il fait, en fait. C'est une forme de grand-messe d'autosatisfaction. On préparait une belle soirée, concert et tout. Et puis, on était contents, on avait 1000 personnes. 1000 personnes avec 2 salles pour la bouffe derrière, puis ensuite pour le concert. Et mon épouse, qui n'est pas une aficionados, m'a dit un jour, mais Joe, avec ton pacte civique et la démocratie, construction, à ton avis, pourquoi les gens viennent si nombreux? Tu penses que c'est pour les petits fours ou pour ton discours? Paf! Claque dans la figure. D'abord, je me suis mis en colère, comme d'habitude. Et le lendemain, retour de sortie VTT, je lui ai dit, t'as raison. On va plus faire les vœux du maire, on va faire le vœu de Clignancinq. Avec un grand spectacle extérieur, tant pis s'il pleut, avec les arboriculteurs qui font des jus de fruits, les gens amènent leur truc, l'auberge espagnole, et on se serre les bouches. Il n'y a pas de raison que le maire fasse un discours de 30 minutes, compte rendu de mandat qu'on voit partout, enfin bref, ça change les données. On fait plus d'inauguration, en tout cas, ma période ne faisait plus d'inauguration, plus de coupées de ruban, parce que je trouve qu'on n'est pas propriétaire de ce qu'on fait, on est juste de passage, donc les coupées de ruban, ça n'a pas d'importance. Et puis, pour choisir les personnels, les candidats jeunes, candidats pour faire les jobs d'été, avant même la maison de citoyenneté, on a procédé au tirage au sort. C'est-à-dire, voilà, je dis aux jeunes, souvent il y a 100 candidats pour 30 places, pour 15 places. J'ai dit, écoutez, première question, est-ce que vous êtes prêts à partager le temps de travail? Auquel cas, on passe de 15 à 30 emplois si vous passez à mi-temps. Unanimité. Les jeunes sont prêts à partager. Deuxièmement, moi, je ne sais pas en vertu de quoi je déciderai moi, les uns ou les autres. Ce serait profondément injuste. Et comme dans les autres communes, c'est les enfants des élus ou des collaborateurs qui sont retenus, je ne vois pas quel est l'intérêt de faire ça. Donc c'est ouvert, l'égalité, ça a du sens dans ma commune. Et donc on fait un tirage au sort. Et moi j'ai vu des papas pleurer de joie quand leur fils était tiré au sort. La dernière fois, je m'en souviens, j'ai toujours envie de pleurer quand j'en parle, c'est que le fils il s'appelait Mohamed. C'est-à-dire que dans d'autres considérations, peut-être qu'il n'aurait pas été retenu. Vous voyez? Donc l'égalité concrète, réelle, pas celle des discours du 8 mai et du 11 novembre, mais l'égalité vécue par les gens. Et ça, je crois que c'est ça qui crée la confiance. Et puis dernière légitimité, c'est par le processus de partage de pouvoir. Et ça renvoie, et je termine là-dessus, à une phrase qui est en lettres d'or dans l'Agora Pierre Mendès France de la Maison de la Citoyenneté. C'est la phrase d'Hannah Arendt qui dit que le pouvoir naît quand les hommes travaillent ensemble, il disparaît lorsqu'ils se dispersent. Merci de m'avoir écouté. Beaucoup de choses ont été dites et j'imagine que ce sont des choses différentes qui vous ont touché. Il ne faut pas hésiter à aller un peu dans tous les sens parce que j'ai entendu que les personnes venaient pour des raisons différentes. Donc vraiment, voilà, toute liberté de parole, d'intervention dans vos questions. Si ça vous aide de les mettre sous papier, il nous reste quelques flyers.
de notre publicité, donc vous pouvez passer par là. Mais sinon, allez-y, par ce qui vous semble le plus... Tu me rappelles la consigne? 2 questions, oui. Je respecte difficilement les consignes.